quartier au bord de la falaise, l'histoire entre certitude et inquiétude. Au bord de la falaise, c'est à l'aide de cette image que Michel de Certeau caractérisait le travail de Michel Foucault. Elle me paraît désigner lucidement toutes les tentatives intellectuelles qui, comme la nôtre, mettent au cœur de leur démarche les relations qu'entretiennent les discours et les pratiques sociales. L'entreprise est difficile, instable, située au bord du vide. Toujours, elle est menacée par la tentation d'effacer toute différence entre des logiques hétéronomes, mais pourtant articulées, celles qui organisent les énoncés et celles qui commandent les gestes et les conduites. Cheminer ainsi au bord de la falaise permet aussi de formuler plus sûrement le constat de crise ou pour le moins d'incertitude souvent énoncé aujourd'hui à propos de l'histoire. Aux élans optimistes et conquérants de la nouvelle histoire a succédé en effet un temps de doute et d'interrogation. Il est à cette humeur inquiète et parfois maussade plusieurs raisons. La perte de confiance dans les certitudes de la quantification, l'abandon des découpages classiques, en premier lieu géographiques, des objets historiques, ou encore la mise en question des notions mentalité, culture populaire, les catégories, classe sociale, classement socio-professionnel, des modèles d'interprétation structuralistes, marxistes, démographiques, qui étaient ceux de l'historiographie triomphante. La crise de l'intelligibilité historienne a été d'autant plus rudement ressentie qu'elle est survenue dans une conjoncture de forte croissance du nombre des historiens de profession et de leurs publications. Elle a eu un double effet. D'abord, elle a fait perdre à l'histoire sa position de discipline fédératrice au sein des sciences sociales, en France, mais aussi plus largement. C'est autour des deux programmes successifs des annales, celui commandé par le primat de l'histoire économique et sociale des années 30, celui identifié à l'anthropologie historique des années 70, que s'était réalisée sinon l'unification de la science sociale dont rêvait au début de ce siècle la sociologie duquesnienne et le projet de synthèse historique d'Henri Baird, du moins une interdisciplinarité dont l'histoire donnait la clé de voûte. Il n'en va plus ainsi aujourd'hui. En second lieu, le temps des remises en question a été aussi celui de la dispersion. Toutes les grandes traditions historiographiques ont perdu leur unité, toutes ont éclaté en des propositions diverses, souvent contradictoires, qui ont multiplié les objets, les méthodes, les histoires. Devant le reflux des grands modèles explicatifs, une première et forte tentation a été le retour à l'archive, aux documents bruts, qui enregistre le surgissement des paroles singulières, toujours plus riches et plus complexes que ce que l'historien peut en dire. En disparaissant derrière les mots de l'autre, l'historien s'efforce d'échapper à la posture qui lui viendrait de Michelet et qui, selon Jacques Rancière, consisterait dans l'art de faire parler les pauvres en les faisant taire, de les faire parler comme muets. Une telle volonté d'effacement derrière les mots des acteurs donnée à lire dans leur littéralité même peut sembler paradoxale à un moment où tout à l'inverse, l'histoire est habitée par une revendication parfois hautement proclamée de la subjectivité de l'historien, l'affirmation des droits du jeu dans le discours historique et les tentations de l'égo-histoire. La contradiction n'est pourtant qu'apparente. En effet, donner à lire des textes anciens n'est pas, selon les mots d'Arlette Farge, recopier le réel. Par les choix et les rapprochements qu'il opère, l'historien assigne un sens inédit aux paroles qu'il arrache au silence des archives. La saisie de la parole répond au souci de réintroduire des existences et des singularités dans le discours historique, de dessiner à coups de mots des scènes qui sont autant d'événements. La présence de la citation dans le texte d'histoire change ainsi totalement de sens. Elle n'est plus l'illustration d'une régularité établie grâce à la série et à la mesure. Elle indique désormais l'irruption d'une différence et d'un écart. Le retour à l'archive soulève un second problème, celui des rapports entre les catégories maniées par les acteurs et les notions mises en œuvre dans le travail de l'analyse. Durablement, la rupture entre les unes et les autres a semblé la condition même d'un discours scientifique sur le monde social. Une telle certitude n'est plus de mise. D'une part, les critères et les découpages classiques qui ont longtemps fondé l'histoire sociale, par exemple le classement socio-professionnel ou la position dans les rapports de production, ont perdu leur force d'évidence.
les historiens ont pris conscience que les catégories qu'ils maniaient avaient elles-mêmes une histoire et que l'histoire sociale était nécessairement l'histoire des raisons et des usages de celle-ci. D'autre part, les hiérarchisations habituelles, fondées sur une conception figée et univoque de l'activité professionnelle ou des intérêts sociaux, ont paru rendre compte bien mal de la labilité des relations et des trajectoires qui définissent les identités. De là, l'attention portée aux catégories et au lexique des acteurs, à l'accent mis sur les interactions et les réseaux qui dessinent solidarité et antagonisme. De là aussi, dans les formulations radicales du linguistic turn à l'américaine, la dangereuse réduction du monde social à une pure construction discursive, à de purs jeux de langage. Le défi lancé par une nouvelle histoire des sociétés, dont la microstoria italienne peut être considérée comme une modalité exemplaire, consiste donc dans la nécessaire articulation entre d'un côté la description des perceptions, des représentations et des rationalités des acteurs et de l'autre l'identification des interdépendances méconnues qui tout ensemble bornent et informent leur stratégie. De cette articulation dépend le possible dépassement de l'opposition classique entre les singularités subjectives et les déterminations collectives. C'est pourquoi une attention particulière doit être donnée à l'ensemble des notions, configuration, habitus social, société des individus, qui, pour Norbert Elias, permettent de penser d'une manière neuve, détachée de l'héritage de la philosophie classique, les relations entre l'individu et le monde social. L'articulation entre les propriétés sociales objectives et leur intériorisation dans les individus sous forme d'un habitus social qui commande pensée et action conduit à considérer les conflits ou les négociations entre les groupes comme des luttes de représentation dont l'enjeu est toujours leur capacité à faire reconnaître leur identité. C'est du crédit accordé ou refusé à l'image d'une communauté produite d'elle-même, donc de son être perçu, que dépend l'affirmation ou la négation de son être social. De là l'importance de la notion de représentation qui permet d'articuler trois registres de réalité. D'une part, les représentations collectives qui incorporent dans les individus les divisions du monde social et qui organisent les schèmes de perception à partir desquels ils classent, jugent et agissent. D'autre part, les formes d'exhibition et de stylisation de l'identité qu'ils entendent voir reconnue. Enfin, la délégation à des représentants individus particuliers, institutions, instances abstraites, de la cohérence et de la stabilité de l'identité ainsi affirmée. L'histoire de la construction des identités sociales se trouve ainsi muée en une histoire des rapports de force symboliques. Cette histoire définit la construction du monde social comme la réussite ou l'échec du travail que les groupes effectuent sur eux-mêmes et sur les autres pour transformer les propriétés objectives qui sont communes à leurs membres en une appartenance perçue, montrée, reconnue ou niée. Du coup, elle comprend la domination symbolique comme le processus par lequel les dominés acceptent ou rejettent les identités imposées qui visent à assurer et perpétuer leur assujettissement. Elle inscrit ainsi dans le processus de longue durée de réduction de la violence et de contention des affects, tel que le décrit Elias, l'importance croissante prise à l'âge moderne par les affrontements qui ont pour enjeu et pour instrument les formes symboliques. Le retour des historiens à l'archive se situe, à n'en pas douter, dans un mouvement plus vaste, l'intérêt renouvelé pour le texte. Les historiens ont perdu beaucoup de leur timidité ou de leur naïveté en face des textes canoniques de leurs voisins, historiens de la littérature, des sciences ou de la philosophie, et ce au moment même où dans ces autres histoires, les approches socio-historiques ou contextualistes trouvaient une vivacité nouvelle après la domination sans partage des démarches structuralistes et formalistes. Pour ne prendre qu'un exemple, les postulats classiques et dominants de l'histoire de la philosophie, à savoir la définition de la légitimité des questions et des auteurs à partir de leur actualité dans l'activité philosophique contemporaine, l'existence d'un fond commun de problèmes et de réponses indépendants de toute formulation spécifique, l'autonomie de cette philosophia perennis
par rapport à toute inscription historique, sont aujourd'hui battus en brèche par d'autres manières tout aussi légitimes de penser le rapport de la philosophie à l'histoire. Dans une typologie devenue classique, Richard Rorty place ainsi aux côtés des reconstructions rationnelles de la philosophie analytique, volontairement anachroniques et ahistoriques, trois autres façons d'écrire l'histoire de la philosophie, toutes trois pleinement historiques et toutes trois tenues pour pertinentes. La Geistesgeschichte, histoire intellectuelle, définie comme l'histoire des questions proprement philosophiques et de la constitution du canon des philosophes qui les ont formulées, l'histoire intellectuelle. Entendue au sens d'une histoire des conditions mêmes de l'activité philosophique. Enfin, les reconstructions historiques qui rapportent le sens des textes à leur contexte d'élaboration et à leurs conditions de possibilité. Cette dernière perspective est évidemment la plus proche des pratiques historiennes classiques dans la mesure où elle met l'accent sur la discontinuité des pratiques philosophiques, différenciées par le lieu social ou l'institution de savoir où elles sont exercées, par les mutations des questions et des styles d'enquête légitimes, par les genres et les formes du discours, par les configurations intellectuelles qui donnent au même concept des significations diverses. Ces trois voies ont leur équivalent dans l'histoire des sciences, l'histoire de l'art ou l'histoire de la littérature. Elles illustrent une forme de retour au texte ou plus généralement aux œuvres qui les inscrit dans les lieux et milieux de leur élaboration, qui les situe dans le répertoire spécifique des genres, des questions, des conventions propres à un temps donné et qui portent attention aux formes de leur circulation et de leur appropriation. En cela, elles marquent clairement qu'au moment où certains doutes ont saisi la discipline, les approches historiques retrouvent tout leur droit ailleurs, dans la philosophie, dans la critique littéraire, dans l'esthétique. Chez les historiens, l'un des effets de l'attention renouvelée pour les textes a été de redonner un rôle central aux disciplines d'érudition, longtemps reléguées au rang ancillaire de sciences auxiliaires, ces savoirs techniques qui proposent des descriptions rigoureuses et formalisées des objets et des formes, deviennent ou redeviennent essentiels dès lors que les documents ne sont plus considérés seulement pour les informations qu'ils fournissent, mais sont aussi étudiés en eux-mêmes, dans leur organisation discursive et matérielle, leurs conditions de production, leur utilisation stratégique. Au rang ancillaire, la paléographie et la diplomatique se sont ainsi muées en une histoire des usages sociaux de l'écrit, brillamment illustrée par les travaux d'Armando Petrucci et de ses élèves. L'analytical bibliographie, telle qu'elle est pratiquée surtout, mais pas exclusivement dans le monde anglo-saxon, s'est élargie, elle, en une ambitieuse sociologie des textes, selon l'expression de Mackenzie, qui rappelle, contre la tyrannie des approches strictement linguistiques, que les déterminations à l'œuvre dans le processus de construction du sens sont plurielles. Elles dépendent des stratégies d'écriture et d'édition, mais aussi des possibilités et contraintes propres à chacune des formes matérielles qui portent les discours et des compétences, des pratiques et des attentes de chaque communauté de lecteurs ou de spectateurs. La sociologie des textes, ainsi entendue, ne s'écarte pas de la réflexion menée sur la notion de représentation, puisqu'à suivre la distinction proposée par Louis Marin, les formes mêmes données au texte, dans l'oralité comme dans l'écrit, dans le manuscrit ou dans l'imprimé, appartiennent à la dimension réflexive de toute représentation, celle par laquelle un dispositif matériel se présente comme représentant quelque chose, en l'occurrence un texte. Les historiens savent bien aujourd'hui qu'ils sont eux aussi des producteurs de textes. L'écriture de l'histoire, même la plus quantitative, même la plus structurale, appartient au genre de récit dont elle partage les catégories fondamentales. Récits de fiction et récits d'histoire ont en commun une même manière de faire agir leurs personnages, une même façon de construire la temporalité, une même conception de la causalité. Ces constats ont été rendus classiques par les ouvrages de Michel de Certeau et de Paul Ricoeur. Ils rappellent tout d'abord qu'étant donné la dépendance fondamentale de toute histoire, quelle qu'elle soit par rapport aux techniques de la mise en intrigue, la répudiation de l'histoire événementielle n'a aucunement signifié l'abandon du récit.
ce qui est une bonne façon de dire que les historiens comme les autres ne font pas toujours ce qu'ils croient faire et que les ruptures fièrement revendiquées masquent souvent des continuités méconnues. Mais le problème le plus essentiel est autre et peut se formuler ainsi. Pourquoi durablement l'histoire a-t-elle ignoré son appartenance à la classe des récits? Celle-ci était nécessairement occultée dans tous les régimes d'historicité qui postulaient une coïncidence sans distance entre les faits historiques et les discours qui avaient charge d'en rendre raison. Qu'elle soit recueil d'exemples à la manière antique, qu'elle se donne comme connaissance d'elle-même dans la tradition historiciste et romantique allemande, ou qu'elle se veuille scientifique, l'histoire ne pouvait que refuser de se penser comme un récit. La narration ne pouvait avoir aucun statut propre dès lors que, selon les cas, elle était soumise aux dispositions et aux figures de l'art rhétorique, qu'elle était considérée comme le lieu du déploiement des événements eux-mêmes, ou qu'elle était perçue comme un obstacle majeur à une connaissance véritable. Ce n'est qu'avec la mise en doute de cette épistémologie de la coïncidence et avec la prise de conscience de l'écart existant entre le passé et sa représentation, ou pour dire comme Ricoeur, entre ce qui un jour fut et qui n'est plus, et les constructions discursives qui entendent assurer la représentance ou la lieutenance de ce passé, que pouvait se développer une réflexion sur les modalités à la fois communes et singulières du récit d'histoire. Cette conscience aiguë de la dimension narrative de l'histoire a lancé un sérieux défi à tous ceux qui refusent une position relativiste à la Hayden White, qui ne voit dans le discours d'histoire qu'un libre jeu de figures rhétoriques, qu'une expression parmi d'autres de l'invention fictionnelle, contre cette dissolution du statut de connaissance de l'histoire, souvent tenue aux États-Unis pour une figure du postmodernisme. Il faut soutenir avec force que l'histoire est commandée par une intention et un principe de vérité, que le passé qu'elle se donne comme objet est une réalité extérieure au discours et que sa connaissance peut être contrôlée. Le rappel est plus qu'utile en un temps où les fortes tentations de l'histoire identitaire risquent de brouiller toute distinction entre un savoir contrôlé, universellement acceptable, et les reconstructions mythiques qui viennent conforter mémoire et aspirations particulières, comme l'écrit Eric Hobsbawm. La projection dans le passé de désirs de temps présent, ou en termes techniques, l'anachronisme, est la technique la plus courante et la plus commode pour créer une histoire propre à satisfaire les besoins de collectifs ou de communautés imaginaires, suivant le mot de Benedict Anderson, qui sont loin d'être exclusivement nationales. Mais peut-on résister à cette dérive mortelle pour la fonction référentielle de l'histoire par la seule réaffirmation, si nécessaire soit-elle, des exigences, des disciplines et des vertus de l'exercice critique? Ne faut-il pas plutôt, dès lors que le savoir historique ou pas ne peut plus être pensé comme la pure coïncidence ou la simple équivalence d'un objet ou d'un discours, entreprendre une refondation plus essentielle? C'est ce vers quoi tendent Joyce Appleby, Lynn Hunt et Margaret Jacob lorsqu'elles plaident pour une New Theory of Objectivity, entendue comme an interactive relationship between an inquiring subject and an external object, une relation réciproque entre un sujet connaissant et un objet extérieur, est pensée comme non exclusive de la pluralité des interprétations, et lorsqu'elles adoptent une position épistémologique qualifiée de practical realism, selon laquelle people's perception of the world have some correspondence with that world, and that standard, even though they are historical products, can be made to discriminate between valid and invalid assertions. Les perceptions du monde des acteurs ont quelque correspondance avec ce monde et où des critères, même s'ils sont historiquement construits, peuvent être établis pour distinguer entre les affirmations recevables et celles qui ne le sont pas.